Chapitre 2. La prescription maritime en matière de transport maritime. En contrepartie de la lourde responsabilité pesant sur le transporteur maritime, le droit accorde à celui-ci le bénéfice d'une prescription brève. Mais avant d'étudier en détail cette prescription maritime, il convient faire quelques rappels. Le Code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Civ. A. 2219. Une fois ce temps écoulé, le créancier risque de perdre toute possibilité de faire valoir ses droits en justice. On en retiendra en particulier qu'en matière commerciale, comme d'ailleurs en matière civile, la loi fixe désormais la durée de la prescription de droit commun à 5 ans, c. Comme A. L. 110, 4, c. Civ. A. 2224. En cas de contentieux, un des principaux arguments par la personne mise en cause a souvent trait à la non-recevabilité de l'action du fait de la prescription. À cet égard, se pose la question de savoir si l'action relève ou non de la prescription maritime. C'est la question du délai de la prescription maritime, section 1, et de son domaine, section 2, sans oublier les causes d'interruption et de suspension, section 3. Section 1. Le délai de la prescription maritime. Après avoir rappelé la durée de la prescription contre le transporteur maritime, 1, il convient de rappeler son point de départ, 2, et le terme du délai, 3. Un délai anal. La prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur est brève. Elle est d'une année, c. Transp. A. L. 5422, 18, Conv. Bruxelles 25 août 1924, A. 3, 6. Remarque. La prescription anale en matière de transport maritime existait déjà au XVe siècle dans le consulat de la mer, puis dans l'ordonnance de la marine de Colbert avant d'être reprise par le Code de commerce. Le délai de prescription anale concerne non seulement l'action intentée à titre principal contre le transporteur maritime, mais aussi l'action intentée par voie conventionnelle, ou encore par l'effet d'une demande en intervention forcée. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, c. Civ. A. 2248. Remarque. Les règles de Hambourg, A. 20, et les règles de Rotterdam, A. 62, ont dérogé à la tradition. Ces deux textes, à l'imitation du droit aérien, prévoient un délai de prescription de 2 ans. Ceci étant, il convient de préciser que les dispositions de la Convention de Bruxelles, A. 38, et de la loi française, c. Transp. A. L. 5422, 18, relative à la prescription de l'action contre le transporteur sont d'ordre public. Remarque. A. L. 5422, 18, du Code des transports. L'action contre le transporteur à raison de perte ou dommage se prescrit par 1 an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action. A. 38 Conv. Bruxelles. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligence, faute ou manquement au devoir ou obligation édictée dans cet article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente convention, sera nul, non avenu et sans effet. La formulation de la Convention de Bruxelles est très proche de celle du Code des transports, dès lors qu'elle interdit toute clause atténuant la responsabilité du transporteur, autrement que ne le prescrit la Convention. Ces deux textes, le premier de manière moins forte que le second, interdisent indirectement toute clause qui abrégerait le délai de prescription, puisque l'on aboutirait ainsi à un allègement de la responsabilité du transporteur. Il convient cependant de préciser 2 points. D'une part, la Convention amendée réserve formellement le cas d'un accord conclu postérieurement à l'événement ayant donné lieu à l'action. D'autre part, si le Code civil, au terme de l'article 2254, permet aux parties d'aménager contractuellement le délai sous réserve de ne pas descendre en dessous de 1 an, cela n'a pas d'incidence en transport maritime tant en ce qui concerne la loi intérieure que la Convention de Bruxelles. Les prescriptions du Code civil s'accordent, en effet, parfaitement avec la prescription anale du transport maritime. Et ce d'autant plus que l'article 2223 du Code civil dispose que les règles du droit commun ne font pas obstacle à l'application de règles spéciales prévues par d'autres lois.
En revanche, rien ne s'oppose à ce que les parties allongent conventionnellement le délai de prescription, voire le prorogent postérieurement à l'événement ayant donné naissance à l'action. En effet, une telle extension ne serait pas contraire à l'esprit ni de la Convention, ni de la loi française, ces deux textes mettant en place un ordre public unilatéral, c'est-à-dire favorable aux ayants droit à la marchandise. Point de départ du délai. Il convient de distinguer le point de départ de l'action principale, A, du point de départ de l'action récursoire, B. A. Le point de départ de la prescription de l'action principale. Le point de départ du délai d'action contre le transporteur maritime est le jour de la livraison de la marchandise. Il convient donc de rappeler la définition de la livraison. Définition de la livraison. La livraison a pu être déterminée par la doctrine comme l'acte juridique par lequel le transporteur accomplit son obligation fondamentale en remettant au destinataire, ou à son représentant, qu'il accepte, la marchandise qu'il a déplacée à cette intention. Concrètement, la livraison est matérialisée par l'enlèvement de la marchandise, effectuée par le destinataire, et il est désormais de principe acquis que la livraison ne peut être accomplie qu'avec la transmission de la détention, CAS. Comme 6 juin 2018, No 17, 13, 854, BTL 2018, No 3695, P 364, jugeant que la cargaison n'ayant pu être remise au destinataire en raison d'une décision des services vétérinaires ayant refusé son entrée dans l'Union européenne, il ne pouvait y avoir présomption de livraison conforme. La Cour de cassation a consacré la conception matérielle de la livraison CAS. Comme 17 novembre 1992. En 2012, la Cour de cassation a adopté une définition claire et complète de la livraison. Celle-ci s'entend comme l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état. Rapport du conseiller, CAS. Comme 19 juin 2012, No 11, 18, 490. On notera que cette ligne n'est toutefois pas toujours suivie. En atteste une décision, à ce jour isolée, de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence considérant que la livraison se définit comme la remise matérielle de la marchandise par le transporteur à l'ayant droit. C'est à Aix-en-Provence, 2 février 2017. Pour résumer, la livraison effective ne doit pas être confondue avec l'arrivée du navire au port de destination, ni avec l'envoi d'un avis d'arrivée. La remise matérielle ne suffit pas. L'acceptation du destinataire est requise, et ce dans des circonstances qui lui permettent de vérifier l'état de la marchandise. On notera que la livraison a en principe lieu au port de déchargement, voire à l'intérieur des terres, mais aussi que la livraison peut intervenir au port de chargement lorsque le transport n'a pas pu avoir lieu. C'est à Versailles, 23 mai 2022. La date de la livraison de la marchandise correspond au jour où la marchandise est présentée au destinataire, celui-ci étant en mesure d'en vérifier l'état et le cas échéant d'assortir son acceptation de réserve, selon la définition donnée par cas.com. 17 novembre 1992 à l'OCMA. Ceci étant dit, la détermination du point de départ de la prescription connaît des nuances selon que le litige est trait à une avarie, manquant ou retard, 1, ou à une perte totale, 2. 1. Le point de départ en cas d'avarie, de manquant ou retard. La prescription de l'action contre le transporteur maritime, à raison d'avarie ou de manquant, court du jour de la délivrance de la marchandise. Autrement dit, le délai de prescription court à compter du jour où les marchandises ont été remises ou offertes au destinataire ou auraient dû lui être livrées en cas de perte totale. C. Transp. A. L 5422, 18. C. Transp. A. R 5422, 26, Conv. Bruxelles, 25 août 1924, A. 3, 6. Le point de départ du délai anal des actions pour avarie, manquant et retard intenté contre le transporteur maritime est ainsi fixé à la livraison effective, à savoir lorsque le destinataire a eu la possibilité matérielle d'en vérifier l'état. C'est à Aix-en-Provence, 12 mai 2021. S'agissant de marchandises empotées, l'ouverture du conteneur constitue la délivrance et fait partir le délai de prescription. Attention, si le destinataire diffère le dépotage ou l'examen du conteneur, le point de départ de la prescription ne doit pas, à notre avis, s'en trouver retardé pour autant. Il doit alors être fixé au moment où le réceptionnaire ou son représentant a été en mesure de vérifier l'état de marchandise.
Ainsi, une livraison valablement opérée en vertu d'une clause CY fait débuter le délai anal, l'entreposage temporaire du conteneur chez une société requise par un mandataire du destinataire concernant alors les relations entre ces derniers. CA Rouen, 4 mai 2006, No 04, 0182, 5, AP Molemirsk Sejima sur Geléa, BTL 2006, No 3131, P 348. En revanche, lorsque le transporteur maritime procède au dépotage et conserve la marchandise dans ses magasins, la prescription ne commence à courir qu'à dater de la remise au destinataire ou à un de ses représentants. Comme Paris, 25 juin 1996. En conséquence, la prescription à l'encontre du transporteur maritime ne court pas, faute de délivrance, livraison. Il en résulte selon la jurisprudence que la prescription ne court pas au moment de l'arrivée du navire ou du débarquement des marchandises, c'est à Paris, 3 novembre 1982, mais à compter du moment où la cargaison a été remise au consignataire, c'est à Paris, 30 juin 1994. Que la prescription ne court pas si le destinataire n'a pas été averti de la mise à disposition de la marchandise. Peu importe que ce soit par erreur ou par calcul, il suffit qu'il se trouve dans la possibilité d'agir. Que la prescription ne court pas non plus, en cas de remise des marchandises sans présentation du connaissement et à l'insu du chargeur, c'est à Rouen, 1er octobre 2009. Dans cette hypothèse, le point de départ de la prescription doit être fixé à la première date certaine. Dans un litige concernant un transport à destination du Brésil, il a ainsi été jugé que la première date certaine était déterminée par la date portée sur un document établi par un tiers, en l'occurrence, les données du système Sicomex du gouvernement brésilien, CA Aix-en-Provence, 31 mars 2022, DMF 2022, numéro 848, P 622. Remarque: les deux solutions que je viens d'évoquer sont confortées depuis par l'article 2224 du Code civil, qui constitue la loi générale et dispose que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou pouvait connaître les faits permettant de l'exercer. Remarque: quand le transporteur a pris en charge la cargaison, certains événements, par exemple des avaries lors de l'embarquement, peuvent rendre le voyage impossible ou inutile. Dans ce cas, qui ne peut être assimilé à la perte totale, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle le chargeur a été informé des dommages et a organisé une expertise. Il résulte encore de la règle que l'accomplissement du connaissement qui a lieu antérieurement à la livraison effective ne fait pas courir la prescription. Comme Rouen, 19 juin 1951, DMF 1952, P 270. Que le délai de prescription ne court pas en cas du débarquement d'un conteneur dans un autre port que celui convenu et en l'absence de preuve de l'envoi d'un courrier au destinataire demandant son enlèvement, c'est à Basse-Terre, 23 mai 2016. Cependant, il en va différemment lorsque le transporteur a dûment enjoint le destinataire ou son représentant de prendre livraison, l'absence de mesures effectives pour enlever la marchandise ne pouvant suffire à différer indéfiniment le point de départ de la prescription. C'est à Rouen, 16/7. 2010. Difficulté. Organisme monopolistique. Le point de départ du délai peut poser problème en cas de remise à un accogné monopolistique qui n'est pas le destinataire. Il résulte de la jurisprudence que la prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur court de la remise de la marchandise entre les mains de l'entreprise monopolistique, à condition toutefois que le transporteur puisse rapporter la preuve du caractère monopolistique de l'entreprise et celle de la date de cette remise. Faute de rapporter cette double preuve, le transporteur ne peut se prévaloir de la prétendue date de remise comme point de départ de la prescription. C'est à Rouen, 18 déc. 2014, No 13, 06, 136. De même, il a été jugé que lorsqu'une entreprise monopolistique a le monopole des opérations d'entreposage et du retirement des marchandises, seule la remise des conteneurs à cet organisme vaut livraison, CAS. Comme 22 mars 2017. 2. Le point de départ en cas de perte totale. En cas de perte totale de la marchandise, le point de départ du délai de prescription court du jour où elle aurait dû être livrée. C. Transp. A. R. 5422, 26. Selon les juges du fond, cela revient à dire qu'il faut prendre en compte le jour où le navire a touché le port de destination ou au plus tard celui où le déchargement a cessé. C'est à Paris, 5 mai 1978. Conclusion de cette partie.
La question se pose de savoir si la prescription anale s'applique lorsque la livraison est irrégulière. Si un doute subsiste pour la Convention de Bruxelles originelle et la loi française, on doit, dans le cadre de la Convention de 1924 amendée, considérer que la prescription anale couvre la livraison irrégulière. En droit interne, en l'absence de dispositions contraires, la prescription de l'article L. 5422-18 peut être considérée comme applicable en cas de faute de témérité inexcusable. Une autre difficulté a été tardivement soulevée. C'est la question du point de départ de l'action récursoire. B. Le point de départ de l'action récursoire. Définition. Une action récursoire est une action en justice exercée par celui qui a dû exécuter une obligation dont un autre était tenu en tout ou en partie, soit contre le véritable débiteur pour lui faire supporter le poids de la condamnation, soit contre un qu'obligé pour obtenir le paiement de la part lui incombant. Les actions récursoires sont très fréquentes en matière de transport maritime. L'action récursoire est une action intentée contre le transporteur maritime, premier responsable du dommage à la marchandise, par celui qui, intervenant dans le transport, a été assigné en responsabilité par l'ayant droit à la marchandise. Tel est par exemple, le cas du commissionnaire, du transporteur substitué ou de l'entrepreneur de manutention qui, après avoir indemnisé l'ayant droit à la marchandise, exerce un recours contre le transporteur maritime. Plus généralement, les actions récursoires ne concernent que les actions intentées contre le transporteur sous-traitant ou contre l'entrepreneur de manutention, partie maritime exécutante. Une action récursoire peut être ainsi exercée par le transporteur maritime à l'encontre de ses substitués, par un capitaine contre d'autres intervenants à l'opération, des commissionnaires qui agissent en garantie contre le transporteur. En revanche, il ne peut pas y avoir d'action récursoire contre le chargeur ou le vendeur de la marchandise. Contrairement du droit terrestre, le droit maritime n'a longtemps prévu aucune règle particulière pour la prescription de l'action récursoire. Cette absence de règle était source d'injustice pour le garanti, celui qui bénéficie d'une action récursoire, assignée dans les derniers jours de la prescription, car il n'avait pas le temps de mettre en place une action récursoire avant l'expiration du délai. Cette lacune du droit maritime a été comblée d'abord par la loi du 18 juin 1966, puis par la Convention de Bruxelles amendée, règle de vice B. Selon l'article L. 5422-18 du C-Transport, les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d'un an, pendant 3 mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation. Par analogie avec l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, devenu C-Transp. A. L. 5422-18, il a été ajouté à la Convention de Bruxelles de 1924 un article 3, 6 bis, qui prévoit en substance que les actions récursoires pourront être exercées après l'expiration du délai d'un an, si dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi, ce délai ne pouvant être inférieur à 3 mois. Remarque, la Convention de Bruxelles originelle ne fixant pas le délai de l'action récursoire du transporteur maritime, le tribunal saisi du litige applique les règles de conflit de loi. Ainsi, en application des dispositions du règlement Rome du 17 juin 2008, A. 12.1 D relatif au domaine de la loi du contrat, le juge désigne la loi applicable à la prescription de l'action récursoire par référence à celle régissant le contrat, CAS. Comme 8 mars 2011, No 09, 70, 550, DMF 2011, P 641. La jurisprudence considère que l'action récursoire est encore recevable même si au moment de son exercice l'action principale est prescrite. Toutefois, l'action récursoire ne se conçoit pas sans action principale, si bien que celle-là n'est plus recevable si celle-ci est prescrite. En cas de règlement amiable, le recours ne pourra, au plus tard, être exercé qu'à la date d'expiration du délai d'un an. C'est le terme du délai de prescription. La détermination du terme du délai revêt une grande importance lorsque le dernier jour du délai survient un samedi, dimanche ou un jour férié. En pratique, la réponse n'est pas, de prime abord, évidente car les textes relatifs à la prescription n'envisagent pas cette situation. Il précise seulement que la prescription se compte en jours et non pas en heures, A. 2228 C civil, et qu'elle est acquise le dernier jour du terme, A. 2229 C civil. En revanche, s'agissant des délais de procédure, l'article 642 du CPC
dispose tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En théorie, cet article n'a pas vocation à s'appliquer au délai de prescription anale car ce n'est pas un délai de procédure. Suivant la solution de la 3e CH. CIV de la Cour de cassation, certaines décisions maritimes ont utilisé l'article 642 al. 2 du CPC pour calculer les délais de prescription. Bien qu'il peut apparaître uniquement consacré au calcul des délais de procédure, cette solution a toutefois été écartée par la Chambre commerciale, CAS. Comme 10 janvier 2006, No 04 10 482 a toutefois estimé tardive une assignation délivrée un lundi alors que la prescription tombait le dimanche. Cette solution nous semble conforme à la philosophie de l'institution, la prescription extinctive étant un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, se comptant par jour et non par heure, qui expire le dernier jour du terme, c. CIV. A. 2219 et 2229. La jurisprudence récente révèle que les juges du fond ont aujourd'hui tendance à écarter l'article 642 du CPC. Il a ainsi été jugé que les règles générales de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant spécifiquement les délais de procédure, les premiers se terminant le dernier jour même si celui-ci est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. La Cour de Rouen s'étant elle aussi exprimée en ce sens, CA Aix-en-Provence, 5-7. 2019, No 17, 035, 78, CMA CGMC Stérébule, CA Rouen, 20 février 2020, No 17, 038, 03. Attention, bien que la position des chambres autres que la chambre commerciale doive être gardée à l'esprit, il est prudent d'engager son action sans tabler sur un possible délai supplémentaire. II. Le domaine de la prescription anale. Tout d'abord, il convient de ne pas confondre l'action contre le transporteur avec l'action en réparation des dommages causés par un événement de mer, tel un abordage, qui se trouve soumise à une prescription biennale, c. Transp. A. L. 5131-6. Pour déterminer le domaine de la courte prescription maritime, il convient de distinguer les actions qui lui sont soumises, a. de celles qui en sont exclues, b. A. Les actions soumises à la prescription anale. Le domaine de la prescription anale diffère selon le texte applicable et s'agissant de la Convention de Bruxelles, selon la version applicable au litige. La prescription anale concerne les actions tendant à la réparation des pertes ou dommages survenus en cours de transport. Conv. Bruxelles, A. 3. 6. Al. 4 originel. C. Transp. A. L. 5422, 18. Au vu de la jurisprudence, la prescription maritime anale s'applique à la livraison irrégulière, assimilée à la perte totale. CAS. Comme 9 avril 1996. À l'action née du retard dans l'exécution du transport maritime précédé de l'empotage en conteneur est également soumise à la prescription anale, C. à Angers, 25 janvier 2011. À la mise à disposition d'équipements, le chargement-déchargement ainsi que le tirage de conteneurs par remorqueur car il s'analyse en un contrat de transport maritime et non pas en un louage d'ouvrage, C. à Nouméa, 27 août 2015, qui retire prescription anale au regard de l'article L. 5422-1 du Code des transports. La prescription anale a un champ plus étendu dans le cadre de la Convention de Bruxelles amendée, A. 3, 6, Al. 2, qui vise toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises. En application de cette version de la Convention de Bruxelles, il a été jugé que relève de la prescription d'un an la faute consistant, pour un transporteur, à avoir livré la marchandise sans présentation de la lettre de garantie exigée par le chargeur-vendeur n'est pas détachable du contrat de transport. En conséquence, l'action en indemnisation doit être introduite dans le délai de 1 an prévu par l'article L. 5422-18 du Code des transports, CAS. Comme 22 mai 2007, No 06 13 059. L'action en paiement des surestaries de conteneurs par suite de leur immobilisation prolongée relève du contrat de transport compte tenu de son caractère attractif et donc de la prescription anale à l'exclusion du délai quinquennal de droit commun, CAS. Comme
28 juin 2016, No 14, 25, 493, CAS. Com. 30 juin 2015, No 13, 27, 064, BTL 2015, P 444. La solution est donc acquise sauf existence d'un contrat de louage distinct. Toutes les actions contre le transporteur, que leur fondement soit contractuel ou délictuel et qui entrent dans le champ d'application de ces textes, sont soumises à la prescription anale, CAS. Com. SEDEC. 1999, No 97, 18, 035, Bull. Civ. IV, No 225. En application de la loi française, la prescription anale a été appliquée à l'action engagée par des chargeurs à l'encontre d'un autre chargeur en s'appuyant sur l'article 26 de la loi No 66, 420 du 18 juin 1966, devenu l'article L. 5422-11 du Code des transports, qui dispose que toutes les actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an, CAS. Com. 10 mars 2009, No 07, 20, 084. B. Les actions régies par la prescription de droit commun sont régies par la prescription de droit commun. L'action exercée sur le fondement d'une lettre de garantie à la livraison, engagement indépendant du contrat de transport CAS. Com. 17 juin 1997. L'action en réparation du préjudice subi par le chargeur en raison de l'insolvabilité du destinataire sans que le transporteur maritime ait fait accomplir le connaissement, c'est à Bordeaux, 12 juillet 1984. L'action dirigée par l'expéditeur contre l'affréteur à temps, tiers au contrat de transport, CAS. Com. 20 janvier 2009. IV. Les causes d'interruption ou suspension de la prescription. La prescription peut être interrompue, A, ou suspendue, B, dans les termes du droit commun. A. Les causes d'interruption au terme de l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. La prescription peut être interrompue par les moyens indiqués aux articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil, application du droit commun. Par la reconnaissance du droit du réclamant, expéditeur, destinataire, commissionnaire ou transporteur. Par l'assignation notifiée au consignataire du navire, CAS. Com. 20 janvier 1987 jugeant que l'assignation notifiée au consignataire du navire avait interrompu la prescription, par une demande en justice. La question est de savoir ce qu'il faut entendre par demande en justice. Au regard de la jurisprudence, est une demande en justice la citation devant le tribunal de commerce ou la chambre arbitrale maritime de Paris dont le caractère juridictionnel ne peut être sérieusement contesté, CAS. Com. SEDEC. 1999, No 97, 18, 035, BTL 2000, P 140. Une citation devant une juridiction incompétente, C. Civ. A. 2241, telle qu'issue de la loi No 2008, 561 du 17 juin 2008. CAS. CH. Mixte, 24 novembre 2006, No 04, 18, 610. Encore faut-il que le demandeur soit de bonne foi, autrement dit qu'il ne s'agisse pas d'une manœuvre, d'un détournement de procédure. Une demande en justice n'a d'effet interruptif qu'au profit de celui dont elle émane, CAS. Com. 7 avril 2004, retenant que l'assignation diligentée contre le commissionnaire n'interrompt pas la prescription à l'égard du transporteur. C'est à Versailles, 23-7. 2014. CAS. Com. 20 avril 2017. Une mesure conservatoire dans le cadre des procédures civiles d'exécution. Un acte d'exécution forcée. B. Les causes de la suspension. Au terme de l'article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Modalité de suspension de la prescription. Le délai ne court pas ou est gelé et recommence à courir pour le temps qui reste dans les cas suivants. Impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, du contrat ou de la force majeure, C. Civ. A. 2234. Recours à la médiation ou à la conciliation, après survenance d'un litige, C. Civ. A. 2238.
Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction, expertise par exemple, présentée avant tout procès. Le délai recommence alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, c. Civ. A. 2239. Début remarque les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévue par la loi, c. Civ. A. 2254, al. 2. En cas de litige, le recours à la pratique de la suspension ou report de prescription est très fréquente car elle permet d'éviter la mise en place d'une procédure conservatoire destinée à interrompre la prescription. Bonas IP, Scapel C, Droit maritime, LGDJ, 2016, 3e et P. 922, No 1181. Fin remarque. Deuxième partie. La détermination de la juridiction compétente. La détermination de la juridiction compétente en matière de litige relatif à un transport maritime de marchandises suppose de déterminer les règles de compétence, chacun, lesquelles peuvent être écartées en présence de clauses de compétence, chap. 2. Chapitre 1. Les règles de compétence. Les règles de compétence diffèrent selon que l'action relève du droit interne, section 1, international, section 2, ou communautaire, section 3. Section 1. La détermination du tribunal compétent en droit interne. La détermination du tribunal compétent suppose d'établir la juridiction matériellement, et territorialement compétente, Le tribunal matériellement compétent sauf si les parties ont prévu de soumettre leurs éventuels différends à un arbitrage, c'est le tribunal de commerce qui sera le plus souvent saisi des litiges liés à un transport maritime. Le rôle des tribunaux de commerce est très important en matière maritime. Sur le plan matériel, la compétence du tribunal de commerce est la règle. Cela s'explique par le fait que le transport maritime est toujours un acte de commerce pour le transporteur maritime et qu'il en va de même pour le chargeur qui est sauf exception une société commerciale. Exceptionnellement toutefois, le contrat liant le transporteur et le chargeur peut être un acte mixte. Il en va ainsi, si le transport ne revêt pas un caractère commercial pour le demandeur, cas, par exemple, d'un particulier procédant à un déménagement, d'autres juridictions, tribunaux judiciaires, pourraient avoir à se prononcer. Il en va ainsi en matière de transport de passagers. Le tribunal territorialement compétent. L'article R 5422-21 du Code des transports dispose que les actions nées du contrat de transport maritime sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles de droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le port de débarquement s'il est situé sur le territoire de la République française. Cet article pose une alternative quant à la détermination du tribunal compétent en droit interne. Soit la compétence territoriale est définie par le droit commun, 1, soit en fonction du port d'embarquement ou de débarquement, 2. A. L'application du droit commun en droit interne, les actions nées du contrat de transport peuvent être régies par le droit commun. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions du Code de procédure civile. Il en résulte que le demandeur peut assigner devant le tribunal où demeure le défendeur, CPC, A. 42, al. 1er. Ou saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, CPC, A. 46. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, CPC, A. 42, al. 2. Bien qu'a priori désuète, la jurisprudence dite des gardes principales s'applique en matière maritime. Cette solution est consacrée par l'article R 5412-3 du Code des transports, selon lequel les commis succursalistes sont habilités à recevoir les actes pour le compte de l'armateur. Idem pour les agents des armateurs. L'article R 5412-3 du Code des transports prévoit que les commis succursalistes, agents maritimes, commerçants mandataires de l'armateur, peuvent recevoir tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes survenus dans les ports de la succursale ou qui empêchent ou contraignent le navire à accoster dans les ports de la succursale. Le capitaine du navire a également qualité pour recevoir des actes judiciaires destinés à l'armateur. Le capitaine peut recevoir une assignation pour des affaires concernant les transporteurs.
Dans un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 23 février 2023, il a été jugé que le capitaine peut recevoir une assignation en sa qualité de représentant du transporteur exploitant le navire. Le renvoi de la compétence territoriale au droit commun implique nécessairement l'application au contentieux maritime des articles 14 et 15 du Code civil. L'article 14 dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Cet article confère un privilège de juridiction particulièrement précieux pour les plaideurs français en une période de déclin du pavillon français. Les assureurs sur faculté y ont souvent recours même lorsqu'ils sont subrogés aux droits d'un assuré étranger. Cela leur permet d'éviter la compétence de juridiction exotique. L'application de ce privilège de juridiction a toutefois été restreinte par les règles communautaires car il ne peut pas être invoqué contre une personne domiciliée dans un État membre de l'Union européenne. L'article 15 du Code civil dispose qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Cette disposition accorde là encore un privilège aux Français en leur permettant de saisir une juridiction française pour les contrats de transport conclus à l'étranger avec une compagnie maritime étrangère. B. Le tribunal du port, compétence maritime, l'article R 5422-21 du Code des transports prévoit une option dite compétence maritime. Cet article prévoit ainsi que le demandeur peut écarter le droit commun pour opter pour la compétence territoriale du tribunal du port de chargement ou de déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire de la République française. Cette règle est très importante car elle donne compétence à un juge qui peut apparaître comme le juge nature du litige. Il ne faut pas oublier que c'est dans le port de déchargement que naît la plupart du temps le litige qui résulte de la découverte par le destinataire des avaries ou des manquants et la recherche des preuves de la cause du dommage. Section 2. La détermination du tribunal compétent en matière internationale. La détermination de la juridiction compétente lorsque le litige est relatif à un transport international se heurte à deux types de difficultés. La première difficulté tient au fait que Convention de Bruxelles originelle ou amendée ne contient aucune disposition relative à la compétence des tribunaux. Comment alors trancher ? Une réponse à cette difficulté a été donnée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix qui écarte les règles de compétence du droit maritime prévues par article R 5422-21 du Code des transports, en l'occurrence compétence du port de chargement ou déchargement, pour retenir celle du droit commun. La seconde difficulté réside dans le fait que droit français ne contient pas de règles de compétence propres à la matière internationale. Confronté à cette lacune, sous réserve de l'application du droit communautaire, la jurisprudence française applique en cette matière les règles de compétence territoriale interne. Deux situations sont alors envisageables. Si les règles de compétence territoriale interne désignent une juridiction étrangère, il faut que le droit interne de ce pays accepte cette compétence. Si le droit étranger rejette toute compétence et que l'on risque un déni de justice, c'est le tribunal français compétent en vertu des règles de notre droit interne qui est compétent. Les règles de Hambourg. Contrairement à la Convention de Bruxelles, la Convention de Hambourg, Conv. Hambourg 1978, A. 21, et ouvre une large option au demandeur. Celui-ci peut, à son choix, saisir la juridiction compétente, déterminée selon les règles de procédure propres à chaque pays, d'un des lieux énumérés par la Convention, établissement principal du défendeur, lieu de conclusion du contrat, port de chargement ou de déchargement, tout autre lieu désigné dans le contrat de transport. Il peut, en outre, sous certaines conditions, exercer son action devant le tribunal du lieu de la saisie du navire effectuant le transport ou de tout navire apparenté. Section 3. La détermination du tribunal compétent en droit communautaire. En premier lieu, il convient de préciser que les textes communautaires interdisent à un demandeur français de se prévaloir des dispositions de l'article 14 du Code civil contre un défendeur domicilié dans un État membre de l'Union européenne. Il convient également de préciser que les règles du droit français doivent être combinées avec celles du droit communautaire.
S'agissant de litiges entre ressortissants de l'Union européenne, sauf l'hypothèse où les juridictions compétentes sont déterminées par les conventions internationales, les règles de compétence françaises sont écartées au profit de celles édictées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, remplacée par le règlement No 44/2001. Ce règlement communautaire concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions s'est en effet substitué le 1er mars 2002 à la Convention de 1968 et lie tous les États membres à l'exception du Danemark. Règle. Con. CE-No 44/2001, 22 DEC. 2000. Le règlement No 44/2001 ayant fait l'objet de plusieurs modifications substantielles, il est apparu nécessaire de procéder à sa refonte. Le règlement No 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement et du Conseil, applicable depuis le 10 janvier 2015, a ainsi succédé à celui du 22 décembre 2000. Aujourd'hui, si le règlement 44/2001 s'applique encore résiduellement aux litiges nés avant 2015, le droit positif qu'il s'exprime aujourd'hui dans règlement No 1215/2012 du 12 décembre 2012, s'agissant de litiges entre ressortissants de l'Union européenne, sauf l'hypothèse où les juridictions compétentes sont déterminées par les conventions internationales, les règles de compétence françaises sont écartées au profit de celles édictées du règlement No 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement et du Conseil. Le règlement No 1215/2012, applicable depuis 2015, attribue compétence de principe aux juridictions de l'État membre dans lequel se situe le domicile du défendeur, A. 4 à 6. Le règlement prévoit ensuite des compétences spéciales, A. 7 à 8. On ne s'intéressera qu'à la compétence spéciale qui concerne le transport maritime. S'agissant du contrat de transport maritime, qui doit être considéré comme un contrat de fourniture de services, on retiendra, d'une part, que l'art. 7.1a du règlement prévoit qu'en matière contractuelle, ce qui inclut les actions contre le transporteur maritime, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant, peut être attrait, dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Et d'autre part, qu'au terme de l'article art. 7.1b du règlement que, pour la fourniture de services sauf convention contraire, le tribunal compétent sera celui du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En matière de transport maritime, le lieu de fourniture de services s'entend de celui où la livraison s'effectue ou devrait intervenir. Le seul rappel de ces règles ne donne pas une image exacte du contentieux relatif à la compétence en matière de transport maritime. En effet, les connaissements contiennent presque toujours une clause attributive de compétence. Chapitre 2. Les clauses de juridiction. Les clauses de juridiction figurant au connaissement sont des clauses par lesquelles les parties au contrat désignent une juridiction particulière pour trancher le litige les opposants. Il peut s'agir d'une clause de compétence appelée clause d'élision de fort qui attribue compétence à une juridiction étatique, ou alors, il peut s'agir d'une clause compromissoire qui renvoie au litige d'une juridiction arbitrale. Les clauses de juridiction ont plus d'importance dans les litiges internationaux que dans les litiges internes. Dans un arrêt de février 1881, la Cour de cassation a conclu que la clause de compétence est valable dès lors qu'elle a été librement acceptée par les parties et qu'elle ne contrevient pas à l'ordre public. Le contrat de transport maritime étant généralement un contrat de transport international, l'insertion d'une clause de juridiction dans le connaissement est quasiment systématique car cette clause permet aux transporteurs maritimes d'éviter l'aléa judiciaire et plus précisément de centraliser leur contentieux au lieu de leur siège social. La présence d'une clause de juridiction peut, en revanche, compliquer l'accès au juge pour les ayants droit à la marchandise car cette clause les oblige à aller plaider loin, voire très loin de chez eux, Cosco égale compagnie chinoise. En outre, la juridiction peut être soupçonnée de complaisance à l'égard du transporteur, au titre notamment de la protection d'un armement national. D'où la tentation pour les transporteurs de choisir leur juge. On parle alors d'un forum shopping. Quoi qu'il en soit, en toute hypothèse, le renvoi à une juridiction étrangère est un élément de complexité que doit gérer l'ayant droit à la marchandise, d'autant que le droit traverse mal les frontières.
Le tribunal étatique ou la juridiction arbitrale est généralement désignée par le moyen d'une clause du connaissement, dite attributive de compétence ou de juridiction pour un tribunal de droit commun et compromissoire en cas d'arbitrage. La plupart du temps, les clauses de compétence figurant dans les connaissements sont des clauses attributives de compétence territoriale à tel ou tel tribunal. Les clauses d'arbitrage renvoyant le litige né du contrat de transport à telle ou telle juridiction arbitrale sont plus rares. Il en résulte que la détermination du tribunal compétent se ramène donc souvent à l'appréciation de la validité et de l'opposabilité de ces clauses dites d'élection de fort. La difficulté réside dans le fait que tant la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 que le Code des transports ne contiennent aucune disposition sur cette question. Cette situation de vide législatif est très regrettable car le contentieux relatif aux clauses de compétence et compromissoire présente une véritable spécificité en matière de transport maritime. Face à cette situation, les tribunaux français recherchent le consentement des parties en faisant porter leur analyse tant sur la validité, section 1, que sur l'opposabilité, section 2, de la clause. Section 1. Les conditions de validité de la clause de juridiction. Le principe de la validité des clauses de juridiction, clause de compétence territoriale ou compromissoire, est admis tant par le droit français que par le droit communautaire, à savoir le règlement 1215/2012, A. 25. La plupart des législations étrangères admettent également ce type de clause insérée dans les connaissements. La jurisprudence subordonne toutefois la validité de ces clauses à certaines conditions de forme et de fond. Les textes applicables. La licéité d'une telle clause doit s'apprécier d'une part, en fonction soit de la loi propre du contrat, soit de la loi du lieu d'émission du connaissement, et d'autre part, lorsque le transporteur est une société non domiciliée dans un État membre de l'Union européenne, par exemple, une société de droit coréen, sa validité doit être appréciée en application du droit international privé. La loi française. La validité d'une clause de juridiction soumise au droit français relève du droit commun, le Code des transports ne prévoyant aucune disposition spécifique pour les litiges nés d'un transport maritime. Les clauses sont donc valables dès lors qu'elles ont été acceptées dans les conditions posées par la loi. En application de l'article 48 du Code de procédure civile, les clauses de compétence sont valables si elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants, CAS. Comme 29 février 2000, No 95, 17, 400, cette condition ne pose pas problème en matière de transport maritime. Et en application de l'article 2061 du Code civil, les clauses compromissoires sont valables entre toutes personnes mais ne sont pas opposables à une partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Remarque: l'insertion de ces clauses dans un contrat international fait partie de son économie et emporte renonciation au privilège de juridiction. C'est à Versailles, 17 février 2011, No 10, 059, 13, SDVC Qatar Navigation. B. La Convention de Bruxelles de 1924. La Convention de Bruxelles de 1924 ne prévoit rien sur la compétence territoriale. Cependant, elle ne prohibe pas l'adoption par les parties à un contrat de transport maritime international de clauses particulières en matière de compétences dérogeant au droit commun. De même, les clauses compromissoires sont considérées comme systématiquement valables dans les contrats internationaux. C. Les règlements européens. On a évoqué les trois textes européens. La Convention de Bruxelles de 1968, le règlement 44/2001 et le règlement 1215/2012 qui, s'agissant des clauses de juridiction, reprend les dispositions de l'article 23 du règlement de 2001 à une nuance près. L'article 25 du règlement 1215/2012 ne reprend pas la condition tenant à la domiciliation des parties dans un État membre prévu par l'ancienne version. Autrement, le règlement s'applique même si les parties ou l'une des parties n'est pas domiciliée dans un État membre. Article 25. Il suffit que la clause désigne une juridiction située dans un État membre. Sous cette réserve, le règlement No 1215/2012 du 12 décembre 2012, A. 25, admet comme le règlement 44/2001, A. 23, les prorogations de compétences sous réserve du respect de certaines conditions de forme. Les clauses de juridiction doivent être convenues selon les termes suivants. Être conclues par écrit ou verbalement avec confirmation écrite. Ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles.
ou encore dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type. II. La condition de fond que la clause de juridiction, clause de compétence territoriale ou compromissoire, soit insérée dans un connaissement relevant du droit interne ou du droit communautaire, sa validité suppose le consentement de la personne à qui elle est opposée. L'acceptation d'une clause s'apprécie au moment de la formation du contrat, CAS. Comme 9 juillet 1991, No 90, 10, 535, Bull. Civ. IV, No 256, CAS. Comme 28 février 1983, No 78, 10, 813, Bull. Civ. IV, No 89. On notera que bien que l'obligation de signer le connaissement ait été supprimée en 1987, sa signature permet d'apporter, de manière quasi certaine, la preuve de l'acceptation. Ainsi, dès qu'un connaissement a été signé par le chargeur, la clause est reconnue valable. Le chargeur contestant la sincérité de la clause du contrat qu'il a signé doit apporter la preuve contraire, CAS. Comme Didek. 1991, No 90, 10, 986 et No 90, 11, 139. L'acceptation peut être tacite et résulter des circonstances. Elle sera déduite, par exemple, de la présence de mentions portées sur le connaissement selon les indications du chargeur, c'est à Paris, 5 juin 1991, No 217, 90, Shimizu Tradun CS in CDV. On développera ce point en étudiant l'opposabilité de la clause de juridiction. En matière de transport maritime, l'établissement du consentement des parties n'est cependant pas facile pour plusieurs raisons. 1 degré au moment de la conclusion du contrat, personne ne s'en soucie. Le chargeur y est indifférent car il considère que la clause ne le concerne pas. Le destinataire, lui, n'est pas présent au moment de la formation du contrat. Il ne peut donc pas l'accepter ou la refuser. 2 degrés l'établissement de l'acceptation du co-contractant à qui elle est opposée est compliqué car le contrat de transport met en présence 3 personnes, le chargeur, le transporteur et le destinataire. 3 degrés les clauses de juridiction figurent habituellement en caractères minuscules, noyées dans des conditions générales imprimées au dos du connaissement. En pratique, la nullité des clauses est principalement prononcée pour sanctionner un défaut de forme ou de rédaction qui a empêché le consentement libre et éclairé du co-contractant du transporteur maritime. II. Les conditions de forme. A. La lisibilité de la clause en droit interne. L'article 48 du Code de procédure civile prévoit que la clause doit être spécifiée en caractère très apparent dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Cette condition pose problème en matière maritime car les clauses de juridiction figurent dans les conditions générales du transporteur maritime en caractère minuscule difficilement lisible. Ont été jugées inopposables. Une clause écrite en caractères indéchiffrables sans le secours d'une loupe, c'est à Versailles, 15 octobre 1992. C'est à Bordeaux, 8 janvier 1987, T-Bank Lindsay Washington International Assurance A. C'est à Paris, 4 avril 2019, No 18, 242, 85, Entrepôts et Transports Barbecé Maersk Line AS. Une clause comportant quelques lignes noyées dans un texte d'une très grande longueur ou difficilement déchiffrable, c'est à Aix-en-Provence, 15 mai 1991. Une clause rédigée en très petits caractères, insérée sans distinction parmi 36 articles, c'est à Aix-en-Provence, 20 mars 1979, BT 1979, p. 364. En revanche, ont été jugées opposables. Une clause imprimée en petits caractères, au motif que la rédaction des documents maritimes suit en tout temps et en tout lieu les mêmes usages, c'est à Rouen, 17 juin 2021. Qui retient qu'une clause attributive de juridiction est un usage en transport maritime international, et que quoiqu'écrite en petits caractères, en l'espèce, la clause attributive de juridiction n'est ni plus ni moins lisible que tous ces types de clauses insérées dans les connaissements. Même sens, c'est à Rouen, 17 juin 2021, No 19, 035, 92, même partie. Une clause compromissoire figurant dans la confirmation de réservation, bouquin confirmation, d'un navire qui n'a pas été contredite par les conditions générales type du connaissement, qui ne trouve à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, c'est à Versailles, 6-7.
2016, No 15 080 95, Induste. La jurisprudence considère toutefois que cette disposition n'a pas vocation à régir un contrat international. Reste que rien n'interdit au juge de considérer dans un transport international que la clause est illisible pour l'écarter. Il a été jugé que l'acceptation d'une clause de compétence par le chargeur implique, à tout le moins, qu'il en a eu connaissance. Une clause insérée dans un connaissement non signé par le chargeur, sans que rien ne la rende apparente, sur une page, verso du connaissement, contenant de multiples stipulations écrites en caractères minuscules et indéchiffrables ne permet pas d'établir que le chargeur a eu connaissance de cette clause et l'a acceptée et de ce fait, lui est inopposable, c'est à Lyon, 20 mai 2021. A fortiori, la clause ne peut être considérée comme acceptée lorsqu'elle figure dans un document distinct du connaissement. Qu'il s'agisse d'une stipulation insérée dans une lettre de garantie, CAS. Comme 13 novembre 2002, No 00 19 340, BTL 2002, P 771, ou d'une clause de charte partie non reproduite au connaissement, CAS. Comme 4 juin 1985, No 83, 13 151, Bulle. Civ. IV, No 180. C'est à Paris, 27 novembre 2002, No 2001, 0442, 9, Palimarchipin-Ségan. B. La précision de la clause. Les tribunaux ont longtemps exigé que les clauses attributives de compétence désignent avec précision la juridiction élue. À défaut d'une désignation nominale, la clause était considérée comme imprécise et de ce fait, annulée. Le but était de protéger l'ayant droit à la marchandise. Cette jurisprudence a évolué. À compter de 1991, la Cour de cassation a dégagé la notion de juridiction déterminable qui apparaissait déjà en filigrane dans certaines décisions plus anciennes. Ainsi, une clause attributive de compétence ne contenant pas la désignation nominative de la juridiction qui doit être saisie n'est pas nulle si elle est aisément déterminable, CAS. Comme 19 mars 1991, No 88, 14, 068, licéité d'une clause d'attribution aux tribunaux fédéraux de la ville de Buenos Aires. Ultérieurement, la Cour de cassation a rappelé que dans l'ordre international, la désignation générale des juridictions d'un État étranger est licite si le droit interne de cet État permet de déterminer le tribunal spécialement compétent CAS. Comme 3 mars 1998, No 95, 21, 016, relevant qu'il en est ainsi de la loi anglaise. C'est à Rouen, 17 juin 2021, No 19, 035, 92. S'agissant également de la loi et des tribunaux anglais, il a été, à juger que le fait que la clause n'énonce pas précisément le nom de la juridiction compétente n'est pas un obstacle à sa validité dans la mesure où la signification des termes employés renvoie clairement à une juridiction reconnaissable. Même sens, antérieurement ont été jugées inopposables, et pourraient continuer à l'être, les clauses attribuant compétence au lieu où le transporteur a son principal établissement, son imprécision la rendant inapplicable car elle ne permet pas, sans des recherches approfondies, de déterminer quel est le tribunal compétent. C'est à Paris, 10 janvier 1980, DMF 1980, P 210. Contrat. C'est à Rouen, 14 novembre 1978, DMF 1979, P 274. C'est notamment le cas que le transporteur, étranger, a un certain nombre de filiales implantées dans divers pays et que le connaissement délivré sous son nom porte une adresse à Paris. C'est à Paris, 17 octobre 2013. Les clauses prévoyant une compétence alternative se référant soit au tribunal de Caracas, soit à celui de Bogota, stipulées dans un connaissement joint service, s'il est impossible de déterminer le transporteur effectif. C'est à Rouen, 16 janvier 1986. Les clauses stipulations comportant une condition potestative sont nulles. Ainsi jugé d'une clause renvoyant à la juridiction compétente de Rio de Janeiro à la discrétion du transporteur. C'est à Rouen, 22 juin 2000, DMF 2001, P 336, Somme. En revanche, n'a pas de caractère potestatif une clause attributive de compétence qui, outre la référence au tribunal d'Anvers, désignait également toute juridiction où le marchand avait son domicile ou ses biens.
La stipulation a été jugée conforme tant au droit belge qu'à la loi française et au règlement No 44/2001, son application n'étant pas laissée à la discrétion du transporteur mais offrant davantage de choix. CA Aix-en-Provence, 17 juillet 2014, No 12-057, 92. De même, ne présente pas de caractère potestatif et n'est pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement No 44/2001, la clause du connaissement qui, dans sa première partie, désigne le tribunal régional de Hambourg pour connaître des différends qui naissent à l'occasion de l'exécution du connaissement et, dans sa seconde partie, offre aux transporteurs pour les litiges relatifs aux frais, la possibilité de saisir le tribunal du domicile, du siège social ou du lieu d'exploitation du marchand. Idem n'est pas potestative la clause du connaissement qui désigne la Haute Cour de justice de Londres pour connaître des différends qui naissent à l'occasion de l'exécution du connaissement, ou alternativement et à la seule option du transporteur, le tribunal d'un des lieux d'activité du marchand. CA Rouen, 24 mars 2017, No 16-041-26, Davigel CAP Molemerskia. Ajoutons que l'absence du désignation précise de la juridiction compétente dans le connaissement est admise quand celle-ci est aisément déterminable selon le droit interne local, ce dernier ne laissant pas place au doute, casse. Comme 3 mars 1998, No 95-21-016, DMF 1998, No 582, P 489. La prévisibilité fait cependant, parfois, l'objet d'une interprétation très souple si l'on considère une décision récente qui écarte la nullité de la clause du connaissement qui attribue compétence au tribunal de commerce de Marseille ou à la discrétion du transporteur au motif qu'elle n'est pas potestative mais alternative et qu'il s'avère qu'en l'espèce, le transporteur n'a fait qu'user de la première branche de l'alternative en portant le litige devant le tribunal de commerce de Marseille expressément visé par la clause. CA Aix-en-Provence, 28 avril 2022, numéro 18 15261, CMA-CGMC Fermin Crespo Ascaria, BTL 2022, numéro 3878, P 283. Section 2. Conditions d'opposabilité de la clause de principe bien admis, les clauses compromissoires et clauses attributives de juridiction, étant exorbitantes du droit commun, ne sont opposables aux parties que si elles les ont acceptées. Pendant longtemps la réponse à la question de l'opposabilité a été simple. La clause était opposable au chargeur qui a signé le connaissement. Elle était aussi opposable au destinataire, soit parce qu'il était représenté par le chargeur, soit parce que l'on considérait qu'il avait accepté la clause en prenant livraison de la marchandise. La situation est devenue moins simple, en tout cas plus nuancée à la suite de 2 décisions de principe. La première décision a été rendue en droit interne par la Cour de cassation le 29 novembre 1994. C'est l'arrêt Nagasaki. La seconde décision est une décision de la CJCO du 16 mars 1999. C'est l'arrêt Castelletti. Opposabilité de la clause au chargeur. Pour que la question de l'opposabilité se pose, il faut que la partie qui l'invoque soit partie au contrat de transport maritime. Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er février 2024. Au visa de l'article 25 du règlement, UE, numéro 1215-2012, la Cour a considéré que la clause de juridiction ne pouvait être opposée au chargeur. En effet, aucun élément ne permettait d'établir que ce dernier avait contracté directement avec le transporteur. La seule mention figurant dans le dossier concernait le commissionnaire de transport, qui avait réservé le transport. Dès lors, le chargeur, en tant que tiers au contrat de transport, ne pouvait se voir appliquer la clause d'élection de fort. Les règles concernant l'opposabilité de la clause de juridiction au chargeur diffèrent selon que le connaissement relève du droit interne ou international, A, ou du droit communautaire, B. A. L'opposabilité de la clause de juridiction en droit interne. Traditionnellement, la jurisprudence française considérait que le chargeur était censé représenter le destinataire lors de la conclusion du contrat en vertu d'un mandat implicite. En conséquence, dès lors que le chargeur acceptait la clause ou était présumé l'avoir acceptée, le destinataire était également réputé l'avoir acceptée. En droit interne, la jurisprudence a été fixée par l'arrêt Nagasaki du 29 novembre 1994 qui confirme la solution antérieurement admise. Dans cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe que s'agissant du chargeur, la clause doit avoir été acceptée au plus tard au moment de la livraison. Les modalités de l'acceptation du chargeur n'ont jamais donné lieu à débat.
L'acceptation se manifeste normalement par la signature du chargeur, même si celle-ci n'est plus obligatoire depuis 1987, le droit français s'est aligné sur le droit communautaire. On notera que la règle du droit français posée par l'arrêt Nagasaki s'applique aussi aux connaissements émis dans le cadre d'un transport international non soumis aux règlements européens. B. L'opposabilité de la clause de juridiction en droit communautaire. Après avoir rappelé les textes potentiellement érigeant des règles relatives à l'opposabilité de la clause de juridiction en droit communautaire, 1. Il convient d'étudier leur interprétation par la jurisprudence européenne et française. 2. 1. Les textes en droit communautaire, le problème des clauses de juridiction est régi, pour les clauses mettant en cause une entreprise domiciliée au sein de l'UE ou de l'UE par l'article 25 du règlement 1215-2012, avant 2015, A. 17 Conv. Bruxelles-Lugano de 1968 devenu le règlement 44-2001 du 22 déc. 2000, A. 23. Au terme de ces trois textes, les clauses de juridiction sont valables à condition qu'elles aient été conclues soit A. Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite. B. Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. Ou C. Dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. L'interprétation jurisprudentielle des textes. Pour bien comprendre les termes du débat soumis à l'appréciation des juges, il faut rappeler que l'opposabilité de la clause au chargeur suppose qu'il l'ait acceptée. La preuve de son acceptation ne pose pas problème lorsqu'elle est expresse, ce qui est rarement le cas. Cette preuve est en revanche plus difficile à établir lorsqu'elle est tacite. Le contentieux s'est ainsi développé quant à l'interprétation des règlements européens, desquels il résulte que l'acceptation tacite peut résulter d'un usage ou de l'existence d'une relation d'affaires. Appelée à se prononcer sur cette question, la CJCE, arrêt Castelletti du 16 mars 1999, a jugé que le consentement des parties contractant à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance. Il résulte de cette décision que les clauses de juridiction insérées dans un contrat de transport maritime relevant du droit communautaire sont toujours opposables au chargeur dès lors que celui-ci est nécessairement censé avoir connu la pratique systématique des clauses de juridiction dans les connaissements. Peu importe que dans les faits il n'y ait pas prêté attention. Les juridictions françaises ont été obligées de suivre la CJCE et de modifier la règle traditionnelle dès lors qu'est en cause un contrat de transport relevant du droit communautaire. Rappel attention. La règle du droit français posée par l'arrêt Nagasaki perdure pour le transport interne et internationaux non soumis aux règlements européens. L'examen de la jurisprudence révèle que l'acceptation tacite relève généralement d'un usage du commerce maritime international, 2.1, mais aussi parfois de l'existence d'une relation d'affaires, 2.2. Il s'agit là d'une question de fond qui relève essentiellement des juges du fond. 2.1. L'opposabilité de la clause du fait d'un usage du commerce maritime international. Les juridictions françaises ont ainsi été amenées à considérer que dans le cadre d'un transport relevant du droit communautaire, le chargeur était censé connaître l'usage du commerce maritime international selon lequel les connaissements contiennent une clause attributive de juridiction. Cette possibilité résulte de l'article 15 du règlement 1215-2012 qui prévoit que la clause est valable, censée être acceptée, lorsqu'elle est édictée dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. À titre d'exemple, il a été jugé que, conformément à l'article 23 du règlement No 44/2001, l'insertion d'une clause attributive de compétence est un usage largement connu et observé dans le commerce maritime, si bien que l'acceptation d'une telle clause ne nécessite pas un accord écrit lors de la conclusion du contrat, tout en ajoutant qu'un commissionnaire de transport, professionnel de ce secteur qui a contracté, en qualité de chargeur, sans émettre de réserve, ne peut ignorer l'existence de cet usage et ne peut donc pas contester la clause que lui oppose le transporteur. La reconnaissance d'un usage n'est toutefois pas automatique et donne parfois lieu à des controverses.
Il ressort, par exemple, de la jurisprudence qu'on ne peut affirmer d'une façon générale qu'une clause prévoyant la compétence de la Haute Cour de Londres traduise un usage dont un commissionnaire de transport recourant au service de compagnie maritime régulière doit avoir connaissance. La Cour d'appel de Paris, CA Paris, 4 avril 2019, a, ainsi, jugé que n'est pas opposable au commissionnaire la clause attributive de compétence figurant sur les conditions générales auxquelles le bon de réservation renvoie, car rien ne démontre que cette clause, attribuant compétence à la Haute Cour de Londres, soit conforme aux usages du commerce international. La Cour rappelle opportunément que le connaissement de telle compagnie prévoit la compétence de Marseille, de telle autre celle de Shanghai, de telle autre encore celle de Hambourg. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'usage communément reconnu. La reconnaissance d'un usage n'est pas automatique et donne parfois lieu à la controverse. Exemple. Il ressort de la jurisprudence que l'on ne peut pas affirmer qu'une clause renvoyant à la Haute Cour de Londres traduise un usage dont un commissionnaire de transport recourant au service de compagnie maritime régulière doit avoir connaissance. Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2019. La Cour d'appel a jugé que n'est pas opposable au commissionnaire la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales auxquelles le bon de réservation renvoie, car rien ne démontre que cette clause de compétence de la Haute Cour de Londres soit conforme aux usages du commerce international. La Cour rappelle que le connaissement de telle compagnie, CMA-CGM, prévoit la compétence de Marseille, telle autre, COSCO, de Shanghai, et telle autre, Maersk, de Hambourg. 2. L'opposabilité de la clause du fait d'une relation d'affaires. L'acceptation de la clause attributive de compétence peut aussi résulter non pas d'un usage mais de l'existence de relations d'affaires. Les solutions varient toutefois au gré des faits examinés sous cet angle. Cette possibilité résulte de l'article 15 du règlement 1215/2012 qui prévoit que la clause est valable, censée être acceptée, lorsqu'elle est édictée b, sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. À titre d'exemple, on peut citer quelques décisions ayant retenu l'opposabilité de la clause au chargeur du fait de l'existence d'une relation d'affaires entre celui-ci et le transporteur. Un professionnel de l'import-export de volailles à l'international, exportateur régulier et client de la compagnie de ligne qui connaissait nécessairement les conditions de transport reproduites au dos des connaissements, est réputé avoir connu et accepté la clause attributive, c'est à Versailles, 27 janvier 2011. Cette position a été réaffirmée à propos du recours d'un commissionnaire contre le transporteur maritime qui invoquait une clause attributive de compétence au profit de la Haute Cour of London. Saisie de l'affaire, la juridiction suprême a rejeté le pourvoi du commissionnaire. En effet, praticien de longue date de l'organisation ayant, en sus, négocié les conditions de transport, le commissionnaire ne pouvait ignorer la prorogation de compétences figurant de manière habituelle au verso du connaissement, peu important que ce dernier ait été émis après embarquement et dépourvu de signature, CAS. Comme 23-7. 2014, No 13, 19, 108. Est également opposable au chargeur, un commissionnaire, qui était dans une relation d'affaires ancienne, soutenue et continue avec le transporteur maritime, la clause attribuant compétence à la Haute Cour de Londres figurant dans les conditions générales de ce dernier, peu important qu'il ait retardé l'exécution effective du contrat de transport et l'existence de la Servébile, CA Rouen, 18 juillet 2019. Invoquer une relation commerciale ne suffit toutefois pas toujours. Exemple. Il a été jugé que le fait que la société expéditrice avait une activité de commerce de gros de fruits et légumes, n'impliquait pas automatiquement une connaissance approfondie du commerce international, ni que cette entreprise ait été en relation habituelle avec des opérateurs agissant dans le domaine du transport maritime international. Comme Salon de Provence, 23 juin 2006. De même, le fait pour un commissionnaire et un transporteur maritime d'avoir conclu de nombreux contrats de transport maritime depuis plusieurs années ne suffit pas à établir que la clause de juridiction litigieuse était conforme aux usages que les parties auraient établis entre elles, dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve du contenu de la dite clause au moment du transport litigieux, ni ne produit au débat les précédents contrats de transport conclus avec le commissionnaire, c'est à Paris, 4 avril. 2019, No 18, 242, 85, précité, confirmé par CAS. Un récide. 37. 2020, No 19, 16, 866, précité.
Autrement dit, le fait que le chargeur ait systématiquement recours au service d'un commissionnaire, n'est pas, de ce seul fait, censé avoir eu connaissance de la clause. Ainsi, le fait que le chargeur réellement mentionné au CAV Bill peut, par expérience, avoir connaissance des conditions générales du transporteur maritime, et particulièrement de la clause attributive de compétence, ne suffit pas pour retenir, dès lors que le commissionnaire ne l'a pas informé, qu'il avait sous-traité l'opération de transport maritime et de post-acheminement à ce transporteur, qu'il aurait pu accepter cette clause pour le transport litigieux, CA Rouen, 15 octobre 2020 qui relève que si l'acceptation tacite pouvait résulter de relations d'affaires, encore aurait-il fallu que le vendeur ait été informé de l'existence de la sous-traitance. Selon la jurisprudence, lorsque le chargeur a fait appel à un commissionnaire, la clause attributive de compétence figurant au connaissement lui est inopposable car il n'a pu en convenir au sens de l'article 23.1 du règlement No 44/2001, devenu l'article 25.1 du règlement No 2012/2015, le commissionnaire étant le seul co-contractant du transporteur, CAS. Comme 9 juillet 2013, No 12-15-515. En revanche, la clause de juridiction est opposable par le transporteur à l'assureur du chargeur, dont le nom figure comme tel au connaissement. Peu importe que le contrat ait été négocié par un commissionnaire, CAS. Comme 22-7. 2014, No 13-19-108. Plus avant, quand bien même il n'est pas désigné au connaissement, la clause attributive de compétence s'applique au chargeur réel dès lors que les courriels échangés entre lui et l'expéditeur désigné au connaissement prouvent qu'il a eu connaissance du connaissement et donc de la clause litigieuse, CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2019, 3. Remarque, on soulignera que la possible connaissance de cette clause ne vaut pas acceptation, ces deux conditions étant cumulatives. Il a ainsi été jugé que la clause attributive de juridiction figurant au verso d'un document de transport n'est pas opposable au chargeur non mentionné sur le dit document, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier en a eu connaissance et qu'il l'a accepté. C'est à Rouen, 15 octobre 2020, No 18-0465-1. Enfin, on notera d'une façon générale, que le chargeur qui recherche la responsabilité quasi-délictuelle du transporteur maritime et qui ne contracte pas directement avec lui n'a pas la qualité de partie au connaissement et, par voie de conséquence, la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de transport auxquelles renvoie ce connaissement ne lui est pas opposable, CAS. Comme 30 juin 2021, No 19-23-665. II. Les conditions d'opposabilité de la clause de juridiction au destinataire. La question de l'opposabilité de la clause de juridiction au destinataire a suscité de nombreux débats qui sont loin d'être clos malgré la ligne de conduite donnée par la jurisprudence communautaire. Pour la bonne compréhension du droit positif, il convient de retracer l'évolution de la jurisprudence A, avant d'examiner les solutions actuellement retenues par la jurisprudence B. A. L'évolution jurisprudentielle. La solution traditionnelle en matière d'opposabilité de la clause de juridiction 1 a été écartée en 1994. 2. Est alors progressivement apparue une divergence d'analyse entre la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation. 2. Avant qu'il y soit mis fin en 2008 par deux décisions concomitantes de ces deux chambres sur le fondement du droit communautaire. Arrêt correct 3. 1. La solution traditionnellement, avant 1994, l'opposabilité de la clause de juridiction au destinataire était mécanique. La règle était que le chargeur représentait, mandat implicite, le destinataire lors de la conclusion du contrat. En conséquence, dès lors que le chargeur acceptait la clause, le destinataire était présumé l'avoir également acceptée. Ce principe simple avait le mérite de la clarté même si le principe d'une telle représentation était discutable. Ce principe a été abandonné par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a opéré un revirement par les arrêts Nagasaki, en 1994. Ce revirement n'a pas été suivi par la première CH. Civ. Dans son arrêt Bonastar, en 2001. 2. Le revirement opéré la chambre commerciale. L'arrêt Nagasaki de 1994 par l'arrêt Nagasaki du 29 novembre 1994, la Cour de cassation a rompu avec la jurisprudence antérieure.
Modifiant complètement son analyse, la Cour de cassation a jugé que le destinataire devait accepter la clause au plus tard, au moment où, recevant la livraison de la marchandise, il a adhéré au contrat de transport. L'apport de cet arrêt est le suivant. Le consentement du destinataire doit être dissocié de celui du chargeur qui n'est plus censé le représenter s'agissant de l'acceptation de la clause de juridiction. Cet arrêt a été confirmé par l'arrêt AP Marinet du 25 juin 2002 puis à nouveau par l'arrêt Navire Gerba du 7 décembre 2004. La question s'est alors posée de savoir si le seul fait pour le destinataire d'accomplir le connaissement, c'est-à-dire de retirer la marchandise, prendre livraison, valait acceptation ou non de la clause. Autrement dit, l'acceptation par le destinataire de la livraison valait-elle l'acceptation de la clause de juridiction? Cette interprétation a été rejetée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Plus avant, la Chambre commerciale a même érigé en principe la nécessité de l'acceptation formelle par le destinataire des clauses attributives de compétence, CAS. Comme 10 janvier 1995, No 92, 21, 883, BTL 1995, P 89. Dans un arrêt du 16 janvier 1996, la Chambre commerciale a précisé qu'une clause attributive de compétence territoriale n'est opposable au destinataire que s'il l'avait expressément acceptée. La seule détention du connaissement ne constitue pas la preuve d'une pareille acceptation. La Chambre commerciale de Cour de cassation a par la suite réaffirmé ce principe. À titre d'exemple, dans un arrêt Silveski, elle a jugé que la clause de compétence doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l'accomplissement du connaissement. La même solution a été retenue pour les clauses compromissoires, CAS. Comme 29 novembre 1994, No 92, 14, 920. 3. La solution divergente de la première chambre civile. L'arrêt Bonastar de 2001. L'analyse de la Chambre commerciale était contestée par la première chambre civile dans son arrêt Bonastar II du 12 juillet 2001 au motif que la détermination des effets du connaissement à l'égard du destinataire de la marchandise s'effectuait selon la loi applicable au contrat de transport, et que l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international fait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle s'impose à l'assureur subrogé. Précisons que la loi régissant le contrat, ici la loi de Singapour, rendait les clauses de juridiction opposables aux tiers porteurs des connaissements. Cette solution a été critiquée par la doctrine au motif notamment que la clause de juridiction est extérieure au contrat de transport et qu'elle déroge aux principes généraux de compétence. Conclusion: entre 1994 et 2008, les conditions d'opposabilité des clauses de juridiction au destinataire étaient différentes selon que le litige était tranché par la Chambre commerciale ou la Chambre civile de la Cour de cassation. 4. L'alignement des deux chambres en 2008 sur l'arrêt correct de l'APJU. Après des années de conflit entre la Chambre commerciale et la première Chambre civile, il a été mis fin à ces divergences, non pas par une décision de chambre mixte ou d'assemblée plénière, mais par deux arrêts rendus simultanément le 16 décembre 2008, l'un par la Chambre commerciale, l'autre par la Chambre civile rendant à propos de deux litiges intracommunautaires. La première chambre civile et la chambre commerciale se sont rejointes et ont cassé, en des termes identiques, les arrêts qui leur avaient été respectivement soumis. Les deux chambres ont fondé leur solution sur l'arrêt correct de la CJCE du 9 novembre 2000 qui a posé le principe que la clause convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement est opposable au tiers porteur du connaissement à la condition que celui-ci ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable, sinon son consentement doit être vérifié. Remarque: l'arrêt correct offre une alternative. L'opposabilité de la clause suppose soit que le tiers porteur du connaissement a, en vertu du droit national applicable, succédé aux droits et obligations du chargeur, soit qu'il a consenti à la clause attributive de compétence dans le cadre des exigences de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, devenue règle. No 44, 2001, A. 23, 2, puis règle. No 1215, 2012, A. 25, 2. L'arrêt correct, ajoute à l'arrêt Thierus, CJCE 19 juin 1984, à propos de la situation du tiers porteur qui n'a pas succédé au chargeur, il impose de vérifier si la clause dérogatoire a fait l'objet du consentement des parties, à savoir celle au contrat originaire. Suivant la jurisprudence communautaire, les deux chambres ont ainsi jugé.
qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 règle. No 44, 2001, A. 23, devenue règle. No 1215, 2012, A. 25, autrement dit en conformité avec un usage commercial ou relation d'affaires. Sous couvert de la référence au droit communautaire, la chambre commerciale s'est, pour l'essentiel, rangée à l'analyse de la première chambre civile en s'alignant sur la jurisprudence de la CJCE. Remarque: l'unification de la jurisprudence de la Cour de cassation a été considérée par tous comme une bonne chose car cela assure la sécurité juridique. Toutefois, sur le fond, le choix de l'analyse de la première chambre civile a été critiqué car en renonçant à fonder l'opposabilité de la clause sur le consentement du destinataire, elle porte atteinte à la protection des destinataires, tiers porteurs du connaissement à l'égard desquels la clause procède d'un contrat d'adhésion alors même que les enjeux liés à la compétence juridictionnelle sont lourds. B. Les conditions actuelles d'opposabilité de la clause de juridiction au destinataire. Depuis 2008, l'analyse de la clause de juridiction et de son opposabilité suppose de rechercher le droit national applicable et dans l'hypothèse où la loi applicable ne reconnaît pas la transmission automatique des droits et obligations du chargeur au destinataire, comme c'est le cas en droit français, le juge doit vérifier le consentement du destinataire à la clause de juridiction. La question s'est posée de savoir si l'on pouvait poser des règles plus strictes que les règlements européens. La Cour de justice de l'UE a répondu par la négative dans un arrêt du 25 avril 2024. Dans cette décision, la Cour de justice a jugé que le règlement européen s'oppose à une règle plus stricte et a condamné l'interprétation de la loi espagnole en vertu de laquelle un tiers à un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un chargeur est subrogé dans l'intégralité de ses droits et obligations et ceux du chargeur. De ce fait, une clause est opposable au tiers uniquement s'il a négocié individuellement et séparément. Après avoir rappelé les conditions d'opposabilité de la clause de juridiction, 1. Nous verrons quelques exemples jurisprudentiels. 2. 1. Les conditions posées par la jurisprudence. Les règles applicables sont pour une grande partie d'origine jurisprudentielle. Aujourd'hui, l'analyse de la clause et de son opposabilité suppose, en premier lieu, de rechercher le droit national applicable pour savoir si le destinataire succède au chargeur. Et dans l'hypothèse où il s'agit d'une loi qui ne reconnaît pas une telle succession, le juge doit vérifier le consentement du destinataire réel à la clause attributive de juridiction. Pour ce faire, le juge doit appliquer les textes communautaires, art. 17, 23, ou art. 25 du règlement 1215/2012, selon lesquels la clause attributive de juridiction sera déclarée opposable au destinataire si elle est conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance. Remarque: en pratique, la recherche du droit applicable n'est jamais facile, c'est un point précis et très technique, d'autant que les grands pays maritimes ne retiennent pas tous la même solution. On constate d'ailleurs que les tribunaux français déclarent parfois que la clause est opposable au destinataire en vertu de la loi applicable sans désigner celui-ci. Cf. Arrêt Humboldt du 6 mai 2009. Cette jurisprudence compliquée est appliquée par les juridictions françaises mot à mot. 2. Regard sur la jurisprudence. L'application par les tribunaux français. Les juridictions françaises recherchent si en vertu de la loi du contrat, le destinataire est un ayant cause du chargeur auquel cas, il est lié par la clause. En revanche, si la loi applicable ne considère pas le destinataire comme un ayant cause mais comme un tiers appelé à devenir partie, il faut s'assurer qu'il a bien donné son consentement dans les conditions du règlement européen. Lorsque tel est le cas, appartient donc au juge de considérer si l'insertion d'une clause de juridiction dans le connaissement constitue ou non un usage. À cet égard, il apparaît que presque tous les connaissements des compagnies maritimes attribuent compétence à leur siège social. Cette solution n'est pas satisfaisante car cela conduit à exclure très souvent la compétence des juridictions françaises. Quelques exemples de décisions récentes. La Cour de cassation a jugé que le droit français, applicable au litige, ne répute pas le destinataire comme succédant aux droits et actions du chargeur pour conclure que la clause attributive de juridiction ne lui est donc pas opposable, son consentement ne se présumant pas, casse.
Comme 27-7. 2017, No 15, 25, 927. Il a ainsi été jugé que lorsque rien n'établit que le tiers porteur ait succédé au chargeur, la clause conférant compétence aux juridictions du lieu du siège social du transporteur est inopposable au destinataire à défaut d'usage prouvé. CA Aix-en-Provence, 28 avril 2022. Numéro 18 15261, CMA-CGMC Firmin Crespo Ascaria, BTL 2022, numéro 3878, P 283. CA Aix-en-Provence, 28 avril 2022. Enfin, la société CMA-CGM ne démontre pas que dans ses rapports avec le chargeur, partie originaire au contrat de transport, il existe un usage conférant compétence aux juridictions du lieu du siège du transporteur maritime, considérant que la société CMA-CGM ne communique aucun antécédent attestant d'un flux commercial entre les sociétés, et pas davantage avec la société Firmin Crespo. La seule référence à son site internet est insuffisante à caractériser l'existence d'un usage dont la société Firmin Crespo a eu ou était censée avoir connaissance. La société CMA-CGM n'établit pas par ailleurs l'existence d'un usage international en la matière. Il a aussi été jugé que la loi allemande, applicable au litige, ne prévoyant pas que le destinataire non désigné au connaissement succède au chargeur, la clause lui est inopposable. CA Aix-en-Provence, 77. 2011, No 09, 06, 787, Deutsche Afrika-Linien Cédol Francea, DMF 2012, P 252, sur renvoi de casse. Comme 16 DEC. 2008, No 08, 10, 460. En revanche, une clause a été jugée opposable dans les cas suivants. À propos d'un transport international de crevettes congelées, le connaissement à ordre laissé en blanc prévoyait une clause attributive de compétence à une juridiction anglaise. La recherche du droit national applicable menant à la loi anglaise, selon laquelle la transmission du connaissement à un tiers implique la dévolution de tous les droits et obligations du chargeur, la stipulation était opposable au destinataire réel. CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2011, No 10, 229, 56, Covea Fleuea C. Capitaine du navire Elpfdea, DMF 2012, P 246. Remarque. Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 2021, les clauses attribuant compétence à la High Court of Justice de Londres, sont régies par l'article 23 de la Convention de Lugano relatif aux clauses de juridiction à laquelle a adhéré le Royaume-Uni suite au Brexit. On rappellera qu'à l'exception de la condition de domiciliation, les conditions de fond de cette convention sont identiques à celles du règlement IBIS. En dehors des litiges relevant des règlements européens et à défaut d'autres conventions internationales applicables, la clause de juridiction est applicable au destinataire que dans la mesure où il a accepté. Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 et plus récemment, arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023. Conclusion sur la prescription maritime. Les actions concernant les contrats de transport se prescrivent par une année. Ce délai peut être prorogé par accord des parties postérieurement à l'événement qui lui a donné naissance. Les parties peuvent aménager le délai sous réserve de ne pas descendre en dessous du délai légal d'1 an. Le délai est compté à partir du jour où les marchandises ont été données ou remises au destinataire ou auraient dû lui être livrées en cas de perte totale. La Cour de cassation a consacré la thèse de la livraison matérielle, et non juridique, en précisant que la remise du bon destiné à permettre ultérieurement à l'ayant droit, le droit de retirer la marchandise, ne suffit pas, il faut que le destinataire manifeste son acceptation de réception de la marchandise en étant en mesure d'en vérifier l'état et le cas échéant, d'en assortir son acceptation de réserve puis de prendre effectivement de la chose livrée. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 novembre 1992. Le délai de prescription peut être interrompu par le droit commun. C'est le cas de l'assignation en justice par exemple.